à ce troisième webinaire d'éthique organisé par la Société française de neurologie. On est ravis de vous accueillir. Ce troisième webinaire, nous avons choisi de le consacrer au consentement dans le cadre de la recherche. Donc, les deux premiers ont abordé le consentement dans le cadre de troubles cognitifs, puis le consentement dans le cadre de l'urgence. À chaque fois, ces discussions ont été extrêmement riches, avec des intervenants variés qui nous ont apporté des éclairages passionnants. Heu, il s'en est suivi des discussions avec les neurologues, mais parfois aussi des soignants d'autres spécialités qui ont participé à nos rencontres, qui étaient tout aussi enrichissants et qui permettent d'ancrer nos réflexions dans le concret et dans la pratique quotidienne. Aujourd'hui, on vous propose la même proposition, c'est-à-dire 2 intervenantes qui commenceront par aborder leur thématique et ensuite de se regrouper par petits groupes sur Zoom de 3 à 4 personnes pour pouvoir échanger discuter sur comment résonnent ces interventions sur notre pratique quotidienne. Hem, je vais faire rapidement l'introduction parce que nos intervenantes seront bien plus à même de développer le sujet que moi, mais le pour vous dire un petit peu le contexte de la préparation de cette réunion et de nos questionnements et notre réflexion autour du consentement dans le cadre de la recherche. Il est parti de constats en réalité. Hem Hem, le consentement est partie intégrante de toute recherche quel que soit son type. C'est un socle sur lequel tout le monde s'accorde. Hem Et pourtant, la mise en pratique est pas toujours aussi simple et ne répond pas aux idéaux auxquels semble vouloir confronter et que semble vouloir atteindre le législateur. On a l'impression en tant que clinicien et praticien qu'on se heurte malheureusement parfois hem à des difficultés et à une incompréhension entre législateurs et praticiens sur la mise en pratique d'une valeur pour laquelle on s'accorde tous sur son importance. Hem, il nous a semblé donc important de faire un état des lieux ensemble sur quelles sont les difficultés auxquelles on fait face et à quelles problématiques est-ce qu'on se heurte quand on cherche à recueillir le consentement des patients, quand on développe une recherche. Et ensuite, nous avons donc c'est Laetitia Breuil qui est attachée de recherche clinique dans le au CMRR de Lille et qui a donc une grande expérience dans la mise en place de protocoles et le recueil des consentements pour la mise en place de ces protocoles euh, au CHU de Lille. Euh, Ta spécificité, Laetitia, c'est aussi que tu travailles particulièrement avec des patients qui ont des troubles cognitifs, qui est une spécificité qui revient régulièrement en neurologie et qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a besoin de travailler ce sujet-là spécifiquement en neurologie. Hem Et puis, ensuite, nous écouterons l'intervention de Élise Jacquier qui est docteure en éthique médicale et dont les travaux de thèse ont porté spécifiquement sur le consentement dans le contexte de la recherche et qui viendra nous apporter un éclairage et une réflexion sur comment penser aujourd'hui le consentement dans le cadre de la recherche. Quelles sont ses origines et comment aujourd'hui en faire un outil qui soit un atout et pas un frein pour nos travaux. Voilà, je vous laisse la parole. À toi, Laetitia. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Ah, c'est désactivé. Non, ton écran, alors je vais te l'autoriser. Hop.
Tu me dis quand je peux. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Peut-être le mettre en long. Ça y est, ça fonctionne. Donc, bonsoir à tous. Merci, merci au comité d'organisation de m'avoir convié à partager avec vous le point de vue de l'investigateur. Euh, donc, je suis Laetitia Broche, je travaille depuis plus de 13 ans au Centre Mémoire de ressources et de recherche du CHU de Lille. Et donc, ça fait 13 ans que je mets en œuvre des études cliniques, principalement médicamenteuses, mais pas seulement, au niveau du CMRR. Donc, l'expérience dont je vais vous parler, c'est très clairement plutôt de l'expérience en CMRR, mais je pense que ça sera applicable à énormément de neurologues qui ont l'expérience de la recherche. Alors, selon les bonnes pratiques cliniques, et je vous rassure, c'est la seule diapositive qui parlera de réglementation, le consentement de la personne qui se prête à la recherche, c'est la manifestation libre, éclairée et écrite de la volonté d'une personne en vue de participer à une recherche biomédicale donnée après que lui a été délivrée l'information. Ça va être la base de tout ce dont je vais parler par la suite. Et on va reprendre évidemment les grandes étapes de ce processus qui peut s'étaler sur pas mal de temps. Et d'avant tout, qui sont les intervenants? Alors, ça paraît évident, le patient, le médecin investigateur, jusque-là, tout va bien. Le patient qui, en neurologie et en tout cas au CMRR, est généralement accompagné d'un proche qui devient même parfois partenaire d'études avec un petit consentement spécifique qui lui est dédié. Et le médecin investigateur, s'il a un petit peu de chance, il a un attaché de recherche clinique avec lui, donc, qui sera dénommé ARC par la suite dans le diaporama. Et s'il n'a pas de chance, j'espère pour lui qu'il a des infirmiers, des secrétaires qui l'épaulent dans cette belle mission. Laetitia, excuse-moi de te couper. On est toujours sur la première page de ton diaporama et il n'est pas en plein écran. Donc, je pense que c'est pas le bon écran que tu partages. Ah ah. Alors, arrêtez partage. Je reprends. Est-ce que là, vous voyez? Oui. Oui, Visiblement. on voit, mais on voit on voit pas en plein écran ton PowerPoint. On le voit. Je le mets en grand. Vas-y. Ah, non, Oui, ça, oui, on le voit, mais il est en mode présentateur. Mais c'est pas très grave. c'est pas très grave. Tu peux y Là, aller. ça passe. Oui, ça passe. Bon, c'est déjà pas mal. Donc, bon, là, je ne reviens pas là-dessus. Les intervenants, juste pour reprendre à où on en était. Donc, c'est ça, je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Les étapes. Donc, les étapes, là, je vais vous parler des étapes qui vont du moment où on identifie le patient, donc le sujet potentiel, parce que ce n'est pas forcément un patient avec une maladie, et jusqu'au moment où on signe en réalité le formulaire de consentement. Et on va s'attarder sur deux étapes qui sont évidemment cruciales, c'est l'information et le recueil en lui-même du consentement écrit. Donc la dernière étape. L'information. Alors, qui peut donner cette information? Évidemment, le médecin, qu'il soit déjà thésé, donc un PH, etc., ou un interne, à partir du moment où il est formé à l'étude. Parce qu'évidemment, on ne parle bien que de ce que l'on connaît. Généralement, le médecin peut donner la main à l'arc investigateur ou à un infirmier ou à un autre membre de son équipe. Pareil, une personne qui est formée à l'étude pour donner cette information. Et nous-mêmes, en tant qu'ARC, on peut aussi ouvrir le champ des sources d'information, soit aux familles, aux proches, aux médecins traitants, qui peut éventuellement donner aussi de l'information, et même à Internet parfois. Et on a des sites qui sont dédiés à certaines études, et donc ça leur permet d'aller chercher de l'information un peu plus détaillée.
Comment se fait cette information? Alors, idéalement en présentiel, avec une information qui d'abord sera globale, juste savoir s'il y a un intérêt particulier pour la recherche. Donc, ça peut se faire directement pendant la consultation avec le médecin ou en sortie de bilan mémoire ou d'autres HDJ. Et puis, généralement, on essaye de prendre la main à ce moment-là, nous, les ARC, avec une information plus ou moins détaillée en fonction de comment on sent, entre guillemets, le patient. Si on se sent très motivé, on va aller dans les détails, on pourra même aller directement à lui donner la note d'information de l'étude. Et si on le sent encore un petit peu réticent, ben on va se mettre en retrait, on va juste dire qu'on reste à disposition. Par téléphone également, on peut donner de l'information, une information qui va être plus ou moins détaillée par l'ARC, si le sujet a déjà été abordé, notamment en consultation, comme ça va un petit peu plus vite. Et on peut aussi donner une information qui sera très globale, notamment dans le cas de patients qui sont référés pour la recherche. Et donc ceux-là, on ne les connaît absolument pas, on n'a pas de dossier sur eux, on a juste un courrier qui nous a été envoyé par un centre mémoire périphérique. Et donc l'idée, c'est déjà de prendre un premier contact finalement par téléphone. Et puis enfin, par courrier, par email, on peut leur envoyer la note d'information, généralement une fois qu'on a eu un premier contact. C'est très très rare qu'on envoie une note d'information alors qu'on a eu la personne ni en face de soi, ni au téléphone. Qu'est-ce qu'on donne comme information à ce stade-là? Alors nous, on est assez pragmatique. On va vraiment leur parler du design, de la méthodologie. Donc, est-ce qu'on est à la recherche de l'efficacité d'un traitement? Est-ce que c'est la sécurité d'emploi qui va primer à ce moment-là? Est-ce qu'on est encore dans la recherche de doses? Donc ça, c'est des choses qu'on va leur dire tout de suite pour qu'ils soient bien, que ce soit bien clair pour eux. On va évidemment leur dire si c'est une étude versus placebo ou versus un traitement de référence, parce que ça a un poids dans la décision qu'ils peuvent prendre. Et on aborde les notions de randomisation et la notion d'aveugle, qui, faut bien l'avouer, est quand même assez compliquée à comprendre pour le commun des mortels. Alors, le Covid est passé par là avec toutes les études cliniques, ça nous a quand même un petit peu aidé. Mais parfois, la notion de cobaye revient, la notion de ah bon, il y a un placebo revient. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Les contraintes, évidemment, le nombre, la durée des visites a une importance vraiment très très forte pour les personnes. L'organisation, le remboursement des frais de déplacement, des choses très pragmatiques. Et aussi, on aborde la présence du partenaire, qui parfois est requise, et parfois à toutes les visites. Et on a des patients jeunes au niveau du centre mémoire de Lille, mais également dans d'autres aires thérapeutiques de neurologie, vous avez des patients qui sont jeunes, et donc c'est des gens qui peuvent encore travailler éventuellement. Donc ça peut impliquer quand même pas mal de difficultés. Évidemment, les examens qui sont invasifs, comme la ponction lombaire, hein, au hasard, même si ça fait de moins en moins peur, il faut bien l'avouer. En tout cas, on l'explique, les choses. Évidemment, le médicament expérimental, son mécanisme d'action, les événements indésirables qui sont éventuellement connus avec ce traitement expérimental. Donc ça nécessite pour le médecin ou l'ARC de connaître un petit peu déjà la molécule. On parle, mais généralement, ce n'est pas leur point d'accroche, de l'anonymisation des données, donc de tout ce qui tourne autour des données, les RGPD, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui les perturbe particulièrement, il faut bien l'avouer. En revanche, les droits du patient, ça c'est quelque chose qui est très important et sur lequel on insiste, donc le droit de refuser de participer à l'étude et aussi le droit de retirer son consentement plus tard, donc une semaine, un an, un mois, voilà, en fonction du moment où ils estiment qu'ils n'ont plus d'intérêt à y participer. Et évidemment, le droit de connaître le résultat de l'étude. Alors, généralement, ils veulent avoir leur résultat à eux, c'est-à-dire est-ce que moi, j'ai eu le traitement ou pas. Donc ça, quand on leur dit, il faudra attendre la fin de l'étude, la fin de l'exploitation des résultats, donc ce sera peut-être dans 3 ans, généralement, ils disent, bon, je voudrais savoir quand même, mais effectivement, on n'est pas arrivé. Les maîtres mots de l'information sont très clairement la formation de la personne qui donne l'information, la transparence, la didactique, parce que ce sont des notions parfois très compliquées. Il y a des examens qui ne sont pas simples à comprendre, notamment les TEP, des choses comme ça qui ne sont pas toujours faciles pour eux à comprendre.
de l'écoute, de la réactivité et de la disponibilité. Ce sont vraiment les maîtres mots pour une information qui va être réussie. Le recueil du consentement. Alors, entre les deux, évidemment, il y a un délai de réflexion. On reviendra un petit peu là-dessus. Le recueil du consentement, donc c'est l'étape cruciale. Qui peut faire ce recueil? Un médecin investigateur et uniquement un médecin qui va avoir un numéro RPPS, c'est-à-dire un médecin thésé, ça c'est la loi. Une personne qui est formée à l'étude, et donc ce sera documenté que la personne est formée, et une personne, si elle n'est pas l'investigateur principal, qui va avoir complété le formulaire de délégation des tâches qui stipule que cette personne a toute la confiance de l'investigateur principal pour réaliser la recherche. Comment se déroule ce recueil? Donc là, c'est quelque chose, je vous ai mis ce qui se passe au niveau du centre mémoire. Donc, ça se fait en présentiel à l'heure actuelle, en tout cas, en tout ce qui est neurologie, je ne pense pas qu'il y ait encore de distanciel. Donc, en présence du médecin investigateur, avec des conditions de confidentialité. On est dans un endroit calme, qui est fermé, on est en tête-à-tête, ou avec évidemment le partenaire d'études. On revoit la note d'information. Une série de questions-réponses peut se faire à ce moment-là. Et enfin, on complète et on signe le formulaire de consentement par le participant et par le médecin. Normalement, il y a une unité de lieu et de temps pour cette phase de recueil. Et je vous ai mis un petit encart parce qu'évidemment, le Covid a un petit peu brassé les cartes et depuis cette crise, on est en train de mettre en œuvre des e-consent. Donc, dans certaines aires thérapeutiques, en neurologie, je ne pense pas qu'on y soit encore, justement parce qu'il y a des troubles cognitifs qui font que l'utilisation des outils numériques n'est pas forcément évidente. Mais en tout cas, l'idée, c'est que le patient est chez lui et il va recevoir sur sa tablette ou son téléphone le consentement, le formulaire de consentement, et il va pouvoir signer comme un DocuSign, en fait. Il va pouvoir signer avec un identifiant et un mot de passe sécurisé ce consentement. L'intérêt de ça, c'est qu'on a la date et l'heure précise de signature du consentement. Par contre, il faut évidemment détailler énormément de documentation pour vérifier qu'on avait bien donné l'information avant, etc., etc. Donc, nous, on n'y est pas, on sait que ça arrive, donc je vous en parle un petit peu. Alors, on peut se demander ce que ça veut dire libre, éclairé et écrit. Donc, le consentement est libre si c'est la volonté du sujet qui s'exprime, avec les cas particuliers qui sont encadrés par la loi, dont vous avez déjà parlé lors d'un webinaire précédent, donc je ne vais pas du tout revenir là-dessus. Et il faut un temps de réflexion. Éclairé, ça signifie qu'il faut que les informations soient compréhensibles et qu'il y ait des informations réglementaires. Et écrit, évidemment, ça c'est facile à comprendre, mais ça signifie qu'il y a un document qui est spécifique. Et donc là, on va arriver dans les petits biais, les petites dérives, puisqu'on peut évidemment se demander, est-ce que le consentement est libre quand c'est la volonté du proche qui s'exprime, ou peut-être même la volonté du médecin? Je fais ça pour faire plaisir au médecin, on a déjà entendu ce genre de choses. Est-ce que c'est une volonté qui est ad vitam? Est-ce que la personne va accepter un jour et peut-être que 3 mois plus tard, elle aura changé d'avis, mais en même temps, on ne lui redemande pas son avis, donc on continue. Le temps de réflexion aussi, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est 1 minute, 1 heure, un jour? Il n'y a rien d'écrit dans la loi qui stipule clairement, ils disent un délai de réflexion suffisant. Voilà, donc c'est quand même assez arbitraire. Et parfois, on peut entendre, le recrutement se termine demain. On vous donne la note d'information, mais ça se termine demain. Donc, est-ce que c'est vraiment libre quand on a une contrainte de temps pour réfléchir à cette question qui parfois implique les gens sur plusieurs années? Et on a aussi le coup il y a eu un nouvel amendement, il faut signer ce nouveau consentement. Est-ce que, encore une fois, la personne est libre de signer ce consentement? Est-il éclairé lorsque les informations sont à peu près compréhensibles et finalement elles sont validées par le CPP, donc ça va. Les informations réglementaires, oui, puisque ça prend la moitié de la note d'information, effectivement, il y en a. Et on a aussi le problème dans les amendements, donc quand il y a des nouvelles notes d'information, c'est que ce nouvel amendement ne change rien pour vous, signez ici.
Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se voir. Évidemment, je vous dépeins le meilleur comme le pire, hein. Et un document écrit, alors là, il n'y a pas de point d'interrogation, ça, c'est une certitude. Quoique. Le document est spécifique, oui, ça c'est sûr, en 2 ou en 3 exemplaires originaux. Parfois, il est nécessaire de parapher à chaque page. Ça nous est déjà arrivé aussi. C'est un document spécifique, oui, mais il y a aussi un document pour la sous-étude sur ceci, et la sous-étude pour cela, il faut aussi signer un autre. Voilà, donc à un moment, on commence à se perdre dans les papiers. Et puis, il y avait des cases à cocher, mais pas celle-ci, trop tard. Bon, ben voilà, ça va être compliqué. Et ensuite, on a eu aussi, du coup, assez récemment d'ailleurs, ah mince, vous avez écrit votre nom en minuscule, mais il fallait l'écrire en majuscule. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des choses ce sont des petites embûches qui se passent dans ce recueil. Et les autres dérives qu'on peut constater, c'est une information qui est tout simplement partielle, soit faute de temps du médecin, du médecin investigateur, de l'ARC, même éventuellement d'un autre membre de l'équipe, mais surtout au moment des amendements, puisque parfois ça s'enchaîne pas mal, il faut bien l'avouer. Le recueil peut être aussi délégué ou indirect. Alors ça, c'est complètement hors la loi, hein, mais malgré tout, c'est une dérive. Donc en l'occurrence, la complétion et le recueil du consentement se fait par un ARC ou par un autre membre de l'équipe. Et puis, l'investigateur, il passe avant pour signer ou après pour signer en fonction de ses disponibilités. Ça, évidemment, c'est hors la loi, mais malgré tout, ça se fait probablement dans des centres, il ne faut pas se leurrer. Et enfin, la documentation, puisqu'il faut tout documenter en recherche clinique, puisque ce qui n'est pas documenté n'existe pas. C'est la grande maxime des arcs promotion qui viennent faire l'assurance qualité. Donc, il faut documenter tout le processus d'information et celui du recueil du consentement, avec notamment la version du consentement qui a été signée, la version du protocole qui a été concerné par cet accord. Et donc, on se retrouve dans une procédure administrative qui fait un peu copier-coller finalement d'un patient à un autre. On va pouvoir faire un paragraphe sur le consentement du jour, alors qu'en fait, on devrait faire du sur-mesure, à dire, voilà, monsieur a posé ses questions sur tel point, nous y avons répondu et nous avons signé ensuite les consentements. Donc, on se retrouve dans une espèce de dérive administrative, un peu à la Brasilia. Brésil, je ne me rappelle plus trop, désolé. Et donc, finalement, le maître mot pour le recueil du consentement, c'est le temps. Le temps pour se former, le temps pour échanger et le temps pour documenter. Évidemment, je sais bien que, messieurs et mesdames les médecins, vous n'avez pas tout ce temps. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de vous aider au maximum. Et dernièrement, la petite chose que je voulais partager avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut considérer comme des indicateurs de qualité d'une information et d'un recueil de consentement qui se serait passé de façon la plus éthique possible finalement. Et je vous en ai mis quelques-uns, mais vous allez peut-être en penser à d'autres. Je pense que le taux de drop-out ou le nombre de retraits de consentement sont primordiaux. C'est-à-dire que si sur une étude où vous avez inclus 10 patients, il y en a 5 qui retirent leur consentement, probablement qu'il y a un problème d'information, que les gens n'avaient pas considéré la totalité des contraintes de l'étude. Le nombre de perdus de vue également, c'est-à-dire que les gens, vous allez les convoquer, ils ne vont pas venir tout simplement parce qu'ils ne veulent plus participer. Donc ça, c'est presque un retrait de contentement, mais sauf que c'est un peu, c'est pas documenté pour le coup. Et ensuite, le nombre de déviations ou de violations qui concernent évidemment le consentement, à savoir le consentement n'a été signé que par le patient, ou le consentement n'est pas du tout signé, ou même le consentement n'est pas trouvable, on ne le retrouve pas dans le dossier du patient, ce qui, même avec toute la bonne foi du monde, même si vous dites ici, il a donné son consentement, si on n'a pas le papier, ben, on n'a pas le papier. Voilà, et bien, écoutez, j'ai terminé, je vous remercie, et puis je laisse la place à Élise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia. Élise, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre ma place pour le partage d'écran. Merci. Je pense qu'il faut que je fasse la même chose pour toi, juste un instant.
Je peux toujours pas partager. Je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi ça se présente moins facilement que tout à l'heure. Elsa, est-ce que par hasard tu peux nommer Elise, toi, en co-hôte? Juste un instant. Ouais, c'est bon. Hop, ça devrait être bon pour toi. Ok. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est parfait. Ok. Alors, merci Laetitia pour cette première présentation très très factuelle. Et du coup, je prends la suite pour vous proposer de repenser du coup le consentement à la recherche pour essayer de le concevoir un peu différemment pour justement tenter de trouver au moins des pistes d'amélioration dans son utilisation. Finalement, l'objectif que j'ai, c'est de vous démontrer que le consentement à la recherche a toujours un intérêt. Pour ça, je vais donc faire quelques rappels réglementaires et normatifs pour construire ensuite une problématique et émettre deux thèses. La première, c'est de voir comment on peut revaloriser le consentement à travers la qualité de l'information. Et la deuxième thèse, va consister à discuter du rôle sociétal du chercheur et d'essayer de vous démontrer que c'est un travail éthique. Donc, quelques rappels réglementaires et normatifs pour planter un peu le décor et nous amener du coup à la question de cette présentation. Le consentement, finalement, c'est un principe éthique majeur qui parcourt les grands textes internationaux de l'éthique. Par exemple, donc la déclaration d'Helsinki énonce que la participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une recherche médicale doit être un acte volontaire. Dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO, on a la même mention du consentement. Là, en l'occurrence, il doit être préalable, libre, exprès et éclairé. Et puis dans la convention d'Oviedo, donc dans la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, on a également une mention du consentement, pareil, disant qu'il doit être exprès, spécifique et consigné par écrit. Donc, finalement, tous ces textes normatifs vont influencer également la réglementation en France à travers notamment trois textes. Donc, la loi Jardé pour ce qui concerne les recherches impliquant la personne humaine, la loi informatique et liberté pour tout ce qui concerne l'utilisation des données à caractère personnel, et puis les lois de bioéthique pour finalement, entre guillemets, tout le reste, donc notamment l'utilisation des ressources biologiques dans le cadre de la recherche et les recherches n'impliquant pas la personne humaine. Tous ces textes ont en commun de mentionner et de légiférer sur le consentement éclairé. Donc, ce qu'on constate, c'est quand même une certaine hétérogénéité du corpus juridique et en même temps une omniprésence du consentement dans nos textes. Et donc, ce consentement prend principalement deux formes. Un consentement exprès, donc notamment pour les essais cliniques, et un consentement tacite, c'est-à-dire par non-opposition, notamment dès lors que ça concerne la réutilisation de données ou d'échantillons biologiques déjà collectés. C'est finalement ce contexte se justifie au regard des objectifs que le législateur s'est fixés. En premier lieu, on peut s'appuyer sur l'idée que notre législation s'appuie sur des principes tirés d'une philosophie anglo-saxonne, notamment portés par les Beauchamp et Childress, donc des philosophes qui ont finalement transposé une philosophie qu'on appelle le principisme au domaine de la recherche.
Et donc, ces auteurs ont cité donc 4 principes: l'autonomie de la personne, la justice entre les acteurs de la recherche, la bienfaisance et la non-malfaisance. Donc là, en l'occurrence, est mis en avant le principe d'autonomie de la personne qui doit s'autodéterminer donc à travers ses décisions. Cette philosophie s'appuie finalement sur l'individualisme, donc l'idée que l'individu constitue la valeur centrale dans une société. Et c'est à travers cette idée que on accorde une importance très grande et même de premier ordre aux libertés individuelles et aux droits de la personne. Et donc, au sens sociologique, l'accent est mis donc sur l'autonomie de l'individu par rapport aux règles collectives, et l'individu finalement s'affranchit finalement de certaines coutumes qui émergent du collectif pour s'affirmer de façon autonome. De tout ça, on peut tirer une certaine tension finalement, parce que si on ramène tout ça à notre question du recueil du consentement, eh bien on constate que même à travers donc la présentation précédente, on constate que le recueil du consentement se résume à finalement rechercher la preuve de la décision autonome de la personne qui participe à la recherche. Et donc au final, on oscille entre un principe éthique énoncé à diverses occasions et un outil de traçabilité. Et donc les deux questions que je pose, sont les suivantes. Pourquoi, entre guillemets, s'obstine-t-on à recueillir le consentement pour une exigence de traçabilité, finalement? Et de façon un peu moins provocante, en quoi le consentement est-il encore utile aujourd'hui, alors que son recueil peut être vécu comme une contrainte par les chercheurs, bien qu'ils lui reconnaissent une importance éthique? L'implication finalement des pratiques qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'on peut constater un glissement de la responsabilité du chercheur vers le participant à la recherche, parce que finalement, on fait reposer les risques de la recherche sur le participant, parce que on considère qu'il a été informé et qu'il a décidé lui-même de s'engager dans cette démarche de recherche et donc d'en assumer les risques. Sans remettre en question ce phénomène qui se justifie finalement au regard de la promotion de l'autonomie du participant, on peut défendre 2 thèses. La première, c'est que l'information délivrée au moment du consentement joue un rôle majeur dans la qualité et la validité de celui-ci. Et deuxièmement, le consentement est une thématique de l'éthique de la recherche qui questionne le rôle sociétal du chercheur. Et donc, les 2 parties suivantes vont me servir à vous présenter une argumentation pour chacune de ces thèses. Donc, première chose, comment finalement revalider le consentement à travers l'information? L'information des personnes, on l'a vu, va de pair avec le consentement et répond donc à un droit. Une bonne information est finalement une condition de la validité du consentement qu'on dit éclairé. Pour ça, la transmission de l'information nécessite d'avoir recours à des outils et à des moyens adaptés pour qu'elle soit efficace. Et pour réfléchir à ces moyens, on va voir que finalement, l'information renferme un enjeu important de communication. Qu'est-ce qu'une information? On peut décortiquer la notion d'information à travers la notion de relation. Une information, c'est finalement la relation à une donnée, c'est-à-dire à un élément extérieur qui se transforme en information dès qu'elle fait sens pour nous. Ensuite, dans un deuxième temps, cette information, une fois qu'elle a du sens, peut être intégrée à un corpus de connaissances qu'on possède déjà, et à ce moment-là, elle bascule dans le domaine de la connaissance. Cette conception permet d'introduire la notion de littératie, qui finalement est une notion assez universelle, ou en tout cas
transversale à plusieurs domaines, puisqu'elle désigne la capacité d'un individu à comprendre une information pour pouvoir en faire usage. Dans le domaine de la santé, l'OMS s'est approprié cette notion pour la détailler davantage dans le fait de pouvoir donc s'approprier des informations pour se maintenir en bonne santé et favoriser la bonne santé. La littératie, c'est une capacité, mais c'est aussi une forme de responsabilité parce que finalement, quand on travaille sur la littératie, on a un moyen de favoriser l'autonomie de la personne dans sa santé. Cette responsabilité, elle s'illustre dans finalement la phase de transmission de l'information dans notre contexte, qui est une phase de communication. On peut finalement comprendre le devoir d'information comme un devoir de communication qui oblige à user de moyens et de compétences adaptés pour délivrer un message. L'objectif d'une bonne communication, c'est de renforcer la capacité d'action de la personne, et en l'occurrence, on parle de l'action de consentir. Et donc, de ce point de vue, l'information est la condition de validité d'un consentement éclairé, et en plus, pourquoi? Parce qu'elle renforce l'autonomie de la personne à consentir, à faire des choix pour elle-même en ce qui concerne sa santé. Le problème, c'est que on a peu de moyens finalement pour faire la promotion de cet effort de communication. Et le constat qu'on peut faire, c'est que donc on a une tension entre l'autonomie de la personne qui participe à la recherche et qui est défendue par le principe d'information et de consentement, et la liberté de la recherche qui finalement ménage peu de temps et d'espace pour ce temps d'information et de promotion de l'autonomie. Et pour aller un petit peu plus loin, pour essayer de dépasser un petit peu cette tension, je voudrais vous proposer une piste qui est celle de redéfinir un certain rôle du chercheur vis-à-vis du participant et aussi vis-à-vis de la société en général. Ce rôle, je l'ai nommé sociétal. Alors, c'est vraiment une réflexion que je vous propose, et dans le but d'ouvrir finalement à la réflexion, parce que moi, je n'ai que le point de vue de l'éthicienne, entre guillemets. Et finalement, donc, comment on peut envisager ça? On peut déjà entendre sous le nom de chercheur un sens assez large. On peut l'entendre comme toute personne qui contribue d'une façon ou d'une autre à la production de nouvelles connaissances. Et donc à partir de là, comment finalement on peut repenser ce rôle à travers le processus du recueil du consentement libre et éclairé. Pour ça, donc on a vu que le processus d'information relevait d'une démarche de communication. Et finalement, pour essayer de développer un peu mon idée, je vous propose de faire un pas de côté en partant d'une des missions principales du chercheur, qui relève également d'une démarche de communication et qui est la publication. Cette démarche peut prendre deux formes: la valorisation scientifique, qui s'adresse à des experts et qui contribue à l'évaluation de l'activité scientifique du chercheur, et la vulgarisation, qui s'adresse à un public plus large. La vulgarisation scientifique est moins valorisée du point de vue de la carrière, mais elle offre une autre forme de visibilité aux scientifiques qui est plus sociale et surtout qui est médiatique. Il y a un constat commun à ces deux pratiques, c'est que ce soit dans la valorisation ou la vulgarisation scientifique, on observe une augmentation du nombre de publications relatives aux sciences biomédicales, et on observe aussi une diversification des supports de diffusion. On peut penser par exemple aux vidéos YouTube qui vulgarisent la science. Cette augmentation des publications va de pair avec l'importance croissante de concepts érigés en valeurs scientifiques dans nos sociétés, tels que la rationalité, la transparence, la science citoyenne ou ouverte, qui correspondent finalement à une évolution de la perception des sciences comme un ensemble de pratiques moins élitistes et puis un peu moins secrètes aussi.
C'est quelque chose qu'on a pu percevoir, par exemple, pendant la crise du Covid, et on a pu percevoir à quel point, finalement, la société est en attente d'explications scientifiques. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été déstabilisant pour la communauté scientifique, qui était dans un contexte d'incertitude et d'ignorance qu'il fallait gérer. Si on revient à notre situation d'information en vue du recueil du consentement, on peut concevoir le moment d'information comme un temps de vulgarisation scientifique. Pourquoi? Parce qu'on rend accessible à une personne non spécialiste un certain nombre de données afin qu'elle les comprenne et qu'elle se les approprie pour prendre une décision qu'on considère éclairée. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est en quoi la qualité de cette transmission révèle un certain rôle sociétal du chercheur. Pardon. Donc, à l'image de l'attention croissante portée à la diffusion d'une information scientifique accessible au plus grand nombre, qui va concourir à une meilleure culture générale scientifique de la population, l'amélioration de l'information lors du processus d'inclusion va avoir un impact sur la société dans son ensemble. En effet, en portant plus d'attention à la qualité de l'information et à la qualité surtout de sa transmission, les chercheurs vont ménager une place plus grande aux participants qui s'impliquent dans la recherche. Et par conséquent, si le consentement constitue toujours une question éthique, c'est probablement parce que l'espace qu'on laisse aux participants dans la recherche pose encore question. La question donc qui peut émerger, entre autres, c'est pourquoi est-ce qu'on module la place du participant à travers l'information? Eh bien, finalement, parce que c'est à travers l'information que le participant lui-même peut moduler son effort de participation. Ça peut se vérifier notamment dans les projets de recherche qui s'étendent dans le temps. Ça a été fait mention tout à l'heure. Quand on redemande le consentement au fil du temps, on prend le risque, en tant que chercheur, de se voir refuser de continuer l'aventure. Et ça représente une contrainte pour le chercheur. Ça représente un risque pour sa liberté scientifique et pour la production de connaissances, alors que ça constitue une opportunité pour le participant. Et finalement, c'est probablement une des raisons principales pour lesquelles on favorise autant le recours au consentement large, c'est-à-dire au consentement à une première étude et à des études ultérieures encore indéfinies. On veut finalement minimiser ce risque de refus. Mais peut-être que finalement, c'est un risque à prendre. C'est un risque éthique, parce que finalement, il sera le résultat d'une réflexion sur les valeurs qui sont partagées au sein de la société et dont les scientifiques font partie. Et finalement, la raison pour laquelle le consentement est encore une question d'éthique de la recherche, c'est parce que ces valeurs changent au fil du temps et qu'elles imposent à la communauté scientifique de repenser ses pratiques pour rester en phase avec elles. Pour conclure, je voudrais revenir un petit peu justement sur le rôle de l'éthique dans ce type de démarche, de réflexion et de discussion autour du consentement. L'éthique semble contribuer à un sentiment de contrainte qui est d'ailleurs souligné par le retour d'expérience qui a été fait. L'éthique, à l'heure actuelle, contribue à une lourdeur administrative qui ralentit la recherche, ou au moins qui la perturbe de démarches, de délais, de contrôle par comité d'éthique, etc. Mais mener ce type de réflexion peut aussi amener à changer pour de bon les pratiques, en ce sens que l'éthique peut devenir opérationnelle en développant les bons outils, et en faisant ça, finalement, elle ne devient plus un frein, mais au contraire un moteur de la recherche. Et finalement, le consentement qu'on discute ce soir est une sorte de prétexte pour réfléchir au rôle du chercheur. L'éthique aide à cultiver une certaine réflexion qui manque peut-être encore un peu de place dans le quotidien du chercheur, mais qui se travaille à l'aide des valeurs personnelles et aussi des valeurs partagées au sein de la communauté scientifique et de la société en général. En plus de ça, cette réflexion s'adapte
nécessairement aux spécificités des situations de recherche que vous connaissez, notamment en neurologie, où les projets scientifiques doivent répondre à des contraintes pathologiques qui sont propres à cette discipline et qu'on ne rencontre pas forcément ailleurs. Et je conclurai donc en nous encourageant, nous tous, à poursuivre cette réflexion. Et je tiens à remercier aussi les organisatrices pour cette initiative qui, à mon sens, est indispensable pour contribuer encore plus au progrès scientifique. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci, c'était passionnant de vous écouter toutes les deux. Hop. Vous avez à la fois posé les termes du débat de manière extrêmement claire et amené des ouvertures pour une réflexion que je trouve extrêmement riche. Donc, un grand merci. Je vous propose qu'on poursuive le débat, peut-être comme ce soir, on est un petit peu plus restreint en nombre. Je propose que plutôt que de partir en petits groupes, on puisse accueillir d'emblée les questions des différents participants. Si spontanément il y a des réflexions. Alors moi, je voulais d'abord commencer par vous interpeller les uns et les autres sur votre retour d'expérience. À quelles difficultés est-ce que vous faites face au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent incohérentes, qui vous questionnent lorsque vous voulez mettre en place le recueil du consentement? Et puis ensuite, on pourra poursuivre nos discussions autour de comment est-ce qu'on comment est-ce que ça résonne aujourd'hui pour chacun d'entre nous, l'apport de la réflexion éthique apportée par Élise. À vous la parole. Oui, Nathalie. Merci aux deux intervenants, c'était très complémentaire, mais j'ai été interpellée par quelque chose qui fait que je voulais vous poser la question. Élise, à un moment donné, vous dites l'éthique est vécue comme une contrainte. Je pense qu'il y a une métonymie là. C'est la réglementation qui est vécue comme une contrainte. C'est la nécessité de tout tracer, d'attendre, de respecter les procédures. C'est le côté un peu de procédure, donc qui le vit de l'intérieur, qui est vécu comme une contrainte. Mais l'éthique en elle-même, je veux dire, je pense que c'est un lapsus peut-être, ou bien que vous avez voulu dire autre chose, mais dire que je pense que c'est la réglementation qui est vécue comme une contrainte et non pas l'éthique. Voilà, je voulais vous laisser commenter ça. Alors, merci pour cette remarque. J'ai affirmé que l'éthique pouvait être vécue comme une contrainte justement parce que, à mon sens, on peut définir différents niveaux d'éthique. Et le premier niveau, qui est vraiment la base, c'est effectivement les aspects que j'appelle éthico-réglementaires. Effectivement, la réglementation est contraignante, mais finalement, elle est, dans ce qu'on a dans la loi en ce qui concerne la bioéthique, c'est des contraintes procédurales, dans le sens où les échanges dans un comité de protection des personnes, par exemple, relèvent de l'éthique. Par contre, l'avis émis par un CPP relève aussi de l'éthique et pourtant il est très attendu et souvent, il est très attendu des chercheurs et des fois l'attente est une contrainte. C'était dans ce sens-là finalement, dans le côté où finalement l'éthique des fois est confondue justement avec la réglementation, mais on la considère, elle est quand même vécue comme, il me semble, hein, comme une contrainte. Après, si ce n'est pas votre expérience, je m'en réjouis. Mais pour avoir participé à un comité d'éthique, souvent, voilà, les investigateurs s'impatientaient de ne pas avoir de retour du comité, alors que ils étaient impatients de commencer leur recherche. C'est-à-dire qu'on est en train de confondre la contrainte réglementaire et le délai pour attendre le retour et soi-même rendre compte de ses actions avec l'éthique en elle-même, qui est finalement
la volonté de faire le mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Je pense que tous les praticiens qui sont ici et les coordonnateurs de recherche clinique sont d'accord pour dire qu'on se sent bien quand on nous a laissé la liberté de faire le mieux que l'on peut avec ce que l'on a. Et donc, maintenant, je comprends mieux ce que vous voulez dire. C'est les aspects réglementaires qui ont été adossés à l'éthique de la recherche peuvent être vus comme une de la réglementation. Ok, on se comprend. Oui. Oui, Véronique, à toi la parole. Merci. Vraiment super éclairant. J'ai beaucoup apprécié qui m'ont mis un peu de l'ordre dans mes idées aussi. Je pratique de la recherche auprès de malades touchés par la SLA avec beaucoup de protocoles thérapeutiques industriels. Donc des protocoles de recherche, soit de phase 1, soit de phase 2, soit de phase 3 contre placebo. La plupart sont de phase 2. La problématique que je rencontre, et là je vais parler uniquement de terrain, sans soulever de problème éthique, je vous laisserai les développer, c'est que bon, les patients sont en appétence de nouveaux traitements. La communication que j'établis avec eux a aussi pour objectif de bien être au clair qu'il s'agit de protocoles de recherche. Mais je me heurte énormément à des représentations qui sont, en participant à un protocole de recherche thérapeutique, je vais avoir accès à un traitement. Et c'est extrêmement difficile de déconstruire cette représentation. Et quand je l'analyse, je vois le poids justement de la vulgarisation scientifique, du rôle de toutes les sources d'informations extérieures. Parfois, les patients se regroupent en association pour réclamer un droit d'avoir accès à les thérapeutiques et pas au placebo. Et que nous fassions, nous, chercheurs, nos études sans placebo. Et ça, c'est animé par l'idée que si jamais on trouvait la molécule miracle, le fait d'avoir un placebo ferait qu'ils participeraient à la recherche sans éventuellement bénéficier de ce miracle. Et donc, je ne sais pas comment vous pouvez conceptualiser cela et leur donner correctement au niveau rationnel. Alors, moi, pour nous, en tout cas, ici au Centre Mémoire, on est très clair dès le début sur le fait qu'être dans le groupe placebo, c'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que, alors là, en plus, en ce moment, c'est encore c'est autre chose. On a des effets indésirables qui sont parfois assez sérieux sur certaines immunothérapies, notamment. Et donc, c'est assez facile, entre guillemets, de leur expliquer que être dans le groupe placebo, peut-être qu'ils n'auront pas le traitement à ce moment-là, mais peut-être aussi qu'ils ne feront pas une hémorragie cérébrale et qu'ils seront encore vivants dans quelques mois ou dans quelques années. Donc, c'est tout le bénéfice-risque qu'il faut réussir à faire passer. Et je suis d'accord avec vous, il y a certains patients, nous, on a aussi des études qui s'adressent à des personnes avec une mutation génétique et donc qui vont forcément développer la maladie. Et eux, être dans un bras placebo, pour eux, c'est pas acceptable. Donc là, il faut parler. Il faut leur expliquer qu'on est obligé d'avoir un groupe placebo pour pouvoir comparer l'évolution et pour être sûr que c'est efficace. Et c'est vrai que moi, je pensais qu'avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé autour de justement des études qui ont été un peu précipitées, parce que quand même, ils ont tous eu un CPP en 2 semaines. Alors, c'était assez merveilleux cette époque-là quand même. Et en tout cas, ça a permis de vulgariser, pour le coup, je suis d'accord, ça a permis de vulgariser la notion de recherche, la notion de bras placebo, d'études en aveugle, des choses comme ça. Mais malgré tout, on a encore besoin de repasser derrière. Et encore et encore et encore. Ça se passe peut-être plus facilement quand on a affaire aux enfants qui ont peut-être un petit peu plus intégrer la notion justement de raisonnement scientifique. On a une hypothèse, on veut la tester, il faut qu'on teste. Et la randomisation et les groupes placebo font partie du processus scientifique. Mais c'est parce qu'ils ont fait le lycée, ils ont vu des choses déjà et qui ont permis qu'ils aient ces notions-là. Mais c'est vrai que des patients qui ont 60-70 ans et qui n'ont pas forcément fait des études très poussées, il va falloir bien, bien revenir dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a toujours cet espoir qui fait qu'ils se disent, j'espère que je serai quand même dans le groupe avec le traitement. Et ça, on ne pourra jamais leur enlever de toute façon. Donc, ça met justement en lumière
enfin, comment dire? Ça met en lumière très bien ton propos, Élise, aussi, de ce que tu disais à la fin, de communication entre le corps médical ou plutôt, scientifique et les patients. Et comme tu dis, Laetitia, que, ça permet de renforcer le pont qu'on a ensemble, d'essayer de se comprendre. Alors qu'on a des intérêts, il faut se le dire, totalement, enfin, qui sont différents, et pourtant on essaye ensemble de trouver un projet commun. Et je crois que c'est ça aussi qu'il y a d'assez, inspirant dans ce que tu dis, c'est que, l'idée autour de ce consentement, c'est d'essayer ensemble de construire un projet commun alors que, nos intérêts sont différents. Et c'est pas peut-être par plus de communication et en s'interrogeant aussi nous-mêmes sur quels sont, nos intérêts et bien réussir à les définir les uns et les autres, qu'on pourra réussir à se comprendre. Élise, comment tu veux rebondir là-dessus? Je te rejoins tout à fait. Enfin, en fait, si on extrapole, j'ai l'impression qu'il y a presque un enjeu de santé publique finalement. En fait, il faudrait presque faire de la communication large en disant, enfin, en expliquant ce que c'est que la recherche, en fait, en introduisant assez tôt, parce que visiblement ça a un impact sur les jeunes, en introduisant assez tôt comment on fait de la recherche sur l'être humain, comment on en arrive à là, pourquoi pourquoi on doit faire des choix méthodologiques, etc. Et finalement ça pourrait eh bien aller dans la même dynamique de cette valorisation de la science à laquelle on assiste quand même, je trouve, pas mal dans notre société, quoi. On aime s'informer des dernières innovations, des derniers progrès, voilà, et d'autant plus quand on est patient. Elle est différente, comme tu disais très bien, Grâce, en fait, c'est des intérêts complètement différents. Et je voulais simplement témoigner, peut-être que j'ai pas clairement exprimé, quand je fais signer un consentement en recherche à un patient. Alors, je suis pédagogue au maximum, communicante au mieux possible de mes capacités. Alors ça peut toujours être discuté, mais je ne prends pas de patients par défaut en leur disant je vous propose un traitement. Mais une fois sur deux, le parcours du patient dans cet essai thérapeutique, c'est je vois pas d'efficacité. Donc j'ai un peu l'impression rétrospectivement, au bout de 3 à 6 mois de participation au protocole, encore tout à l'heure, que finalement j'ai berné quelque part mon patient. J'ai parlé très clair. C'est-à-dire, j'aurais fait signer un consentement en recherche, j'ai tout expliqué, mais eux ont signé pour un traitement. Et il y a un décalage dans la prise en charge. Il y a un décalage dans l'évaluation de la molécule, dans le suivi. Parce que le patient, lui, vise vraiment un accès à un traitement innovant. Et malgré toutes les explications, il reste aussi. Et je finirai en disant, à tel point que des collectifs de patients se forment pour faire modifier nos règles de recherche, disant que dans une maladie comme celle dont je m'occupe là et c'est là, donc peut-être pas applicable à d'autres projets de recherche sur d'autres pathologies, mais dans ce cas précis, ils ne veulent plus entendre de recherche contre placebo. Ils veulent bien l'entendre qu'un traitement peut ne pas être efficace, peut avoir des effets secondaires, mais ils n'entendent plus du tout l'idée de recherche contre placebo. Je peux réagir en fait, enfin, c'est pour ça que je voulais porter l'idée que c'était un enjeu de communication. Dans la communication, il y a deux choses à distinguer. Il y a le message, donc que vous vous appliquez à faire passer à de nombreuses reprises, et il y a le sens que la personne donne à ce message. Donc, des fois, en fait, toute la difficulté de la communication, c'est de faire en sorte que message et sens soient en adéquation. Mais il y a une partie où finalement, le sens relevant de la personne qui reçoit l'information, eh bien, vous n'avez pas toute prise dessus finalement.
Et donc, ce décalage, il est toujours à retravailler au fur et à mesure de l'étude, je pense, justement sous différentes formes, et notamment quand vous avez des remarques comme j'attendais un effet que je n'ai pas, etc. Donc, finalement, cette expérience-là, c'est la suite du processus d'information qui a lieu au moment de l'inclusion, je pense en tout cas. Ouais, et je terminerai en disant, et je ne veux pas monopoliser la parole, que finalement, ça pose bien que le consensus est un processus qui finalement ne se termine pas, et que dans nos réglementations, on le pose dans l'instantanéité d'une signature, alors qu'il est évolutif, et que finalement, à quel moment peut-on dire qu'une personne a consenti? Pose une question ouverte. Tout à fait, finalement, c'est justement par la récurrence de l'information qu'on peut aussi vérifier que le consentement est toujours valide, finalement, sans forcément demander à re-signer un consentement, mais simplement, dès lors qu'il y a des questions comme celles qu'on vous pose, eh bien, c'est aussi une occasion pour le participant de se retirer de l'étude s'il considère que il n'a plus rien à y faire. Donc, j'ai presque envie de dire que le consentement est renouvelé à chaque moment d'information, finalement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes dans l'assemblée veulent prendre la parole? C'est le moment. Bonsoir, merci pour vos interventions passionnantes. Moi, je voulais juste souligner un aspect alors, de ma pratique avec d'autres types de patients. En fait, ce sont des patients qui ont des troubles cognitifs. Du coup, la question du consentement à un tout autre niveau avec ces patients-là. Et je me rends compte que, en fait, cette partie-là de la recherche est constamment est sujette à appréhension parce que sur les fiches de consentement, en fait, et d'information, on a tout un aspect médico-légal, juridique, qui contraint énormément quand on veut créer simplifier cette information, la vulgariser parfois ou l'adapter tout simplement à notre patient ou à son proche. Et donc, en fait, je donne un exemple pratico-pratique. J'ai voulu inclure un patient dans un protocole. J'ai lu en détail la fiche d'information et de consentement que j'étais censée faire signer. J'ai expliqué tout le protocole. Après, quand j'ai donné la fiche, le patient et son proche me disent ce n'est pas clair, pourquoi il y a autant de lois citées, pourquoi il y a autant d'éléments juridiques là-dedans. Et après ça, tout ça pour que 2 semaines après, ils ont signé, mais 2 semaines après, on me renvoie, de par le protocole, une nouvelle fiche d'information et de consentement en m'expliquant que voilà, ils ont ajouté 3 lignes. Les 3 lignes, c'était du juridique. Et donc, moi, en tant que médecin, face à cette rigidité de cette fiche qui me met parfois en relation médico-légale que je n'ai pas avec mon patient de base, et bien, parfois, je me retrouve un peu en difficulté pour vraiment communiquer l'essence même de la recherche qui est faite derrière. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel d'autres personnes ici ou vous avez déjà vécu, mais je pense qu'on met quand même cette partie-là de la recherche dans un cadre très rigide qui parfois nous-mêmes en difficulté avec le patient ou le participant, si c'est un aidant, par exemple, qui fait partie de l'étude qu'on mène. Moi, je voudrais juste dire qu'effectivement, on a toujours l'impression que l'information est noyée, en fait. Oui. C'est un sentiment que je pense que la plupart des gens qui font de la recherche partagent. Nous, ce qu'on fait quand on nous pose des questions justement sur les textes de loi qui sont effectivement parfois un peu lourds, surtout à la fin de la note d'information, donc en plus on termine là-dessus, c'est quand même pas très incitatif, entre guillemets.
c'est justement leur dire, voilà, vous voyez qu'il y a plein de lois, là, ça c'est fait pour sécuriser, pour encadrer l'activité, pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi, ni avec vous, ni avec vos données, ni avec vos échantillons. C'est pour sécuriser parce que il faut pas se leurrer. Et nous, on leur dit indirectement, on leur dit, faut pas se leurrer. Il y a eu des gens qui ont fait n'importe quoi et c'est pour ça qu'il y a eu des lois supplémentaires. C'est pour limiter les comportements très un peu, j'allais dire autonome, mais là, c'est voilà, du chercheur qui a outrepassé les bornes, en fait. Donc, vraiment, nous, on essaie de les rassurer, mais c'est pas juste pour qu'ils signent, hein. C'est parce que c'est une réalité. La réglementation, elle est faite pour protéger la personne. Et ça, il faut toujours leur dire, c'est fait pour vous protéger. Le contrevenant, c'est justement le fait que nous, on se protège avec des dizaines et des dizaines de documentations qui parfois sont très lourdes. Mais en tout cas, ce qui est noté dans la note d'information, c'est pour protéger En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'explique aux patients quand on fait l'information. Je poursuis. Je pense que là, vous avez très bien illustré une situation où l'éthique est une contrainte, justement. Parce que l'outil qui est censé informer, finalement, n'informe plus. C'est pour ça que j'ai fait cette différence entre les données brutes et une transmission une information. Parce que finalement, les notices d'information, elles sont pleines de données, mais qui ne font pas sens. Et en plus de ça, mettre toutes ces références dans une notice d'information, c'est noté nulle part dans la loi. La loi ne dit pas qu'il faut mentionner tel article je sais pas, du RGPD mentionnant la protection de la vie privée, etc. C'est comme vous l'avez dit, Laetitia, une dérive finalement d'une forme dans laquelle on a transformé la notice d'information et le formulaire du consentement en une forme de contrat qui déplace la responsabilité du chercheur de protéger le participant vers le participant lui-même qui doit se protéger lui-même en lui disant vous aviez toutes les informations dans la notice, vous aviez en plus du coup toutes les références réglementaires pour ne pas ignorer la loi et vous avez décidé de signer, donc maintenant vous assumez finalement les risques. Et donc là, je pense que pour le coup, le travail ne relève pas vraiment de vous en tant qu'investigateur qui essayez d'inclure des patients. Je pense qu'il relève des promoteurs qui rédigent donc la note et puis surtout des comités de protection des personnes. Parce que c'est les comités de protection des personnes qui justement doivent veiller à la protection des personnes et en l'occurrence au fait que ils aient accès à une information accessible et compréhensible. Et là, il y a une autre dérive qui est que les comités de protection des personnes tamponnent au niveau de la loi, donc c'est dans ce sens-là qu'on est uniquement dans l'éthico-réglementaire, et ne font pas, ne remplissent pas, à mon sens, leur mission de protection des personnes, au moins en ce qui concerne les notices d'information, quand on voit les documents qui sont validés. Je pense que le biais aussi, il est que, alors nous, on fait nous-mêmes des propres recherches qu'on rédige avec des protocoles qu'on monte. Et pour en avoir écrit pas mal des notes d'information, on a des paragraphes entiers qui nous sont notamment là sur les RGPD, c'est typiquement vraiment le truc, qui nous sont donnés, qui nous dit, il faut mettre ça dans le consentement. Et globalement, c'est parce que le CHU a envie de se couvrir par rapport au fait que les gens ont bien reçu l'information du traitement de leurs données, etc. Et c'est vraiment c'est le promoteur qui se protège là en réalité. C'est même pas l'investigateur parce que l'investigateur, il n'est pas responsable de la note d'information. C'est vraiment le promoteur qui met ceinture et bretelles pour ne pas être pris à partie en cas de manquement. Et ça, c'est aussi le problème de tout ce contexte réglementaire qui est inscrit dans la note d'information.
Oui, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié, Élise, dans ton intervention, le fait de repenser le consentement comme une opportunité finalement pour le chercheur à se poser des questions éthiques, à se poser une vraie question éthique autour du consentement. Mais il est certain, et je trouve que ça ressort bien de nos échanges aujourd'hui, que ce questionnement éthique, il est pas au chercheur, enfin, il semble pas, le chercheur ne semble pas en avoir la responsabilité à lui seul. Et je pense que là-dedans, le promoteur doit aussi prendre sa responsabilité. Et j'ai l'impression, enfin, en tout cas, hem, c'est pas évident. Ça ressort pas de manière évidente, dans ce qui nous est proposé. Et ça m'amène à ma deuxième question, à savoir, quand on est chercheur, on fait pas, nécessairement des études en éthique, et il me semble qu'il serait, et tu sembles le dire comme cela, qu'il faut que quelqu'un en soit le garant, et on se tourne forcément vers le CPP. Mais est-ce que le CPP porte vraiment cette mission d'accompagnement à la réflexion éthique, et pas simplement à, jouer le rôle, de législa le rôle finalement du législateur? Et à quel point est-ce que dans les CPP, les réflexions éthiques sont travaillées, et surtout à quel point, heu, ils ont ce rôle d'accompagnement, et des chercheurs et des promoteurs? Alors, dans les faits, ce rôle d'accompagnement, il est censé exister, mais enfin, dans la loi, il est mentionné, mais dans les faits, il n'est pas mis en œuvre. Euh, je pense que c'est par contrainte de moyens, ça c'est la première chose. Et puis aussi par finalement peut-être des fois contrainte de compétences aussi, sachant que dans un CPP, il y a une seule personne qui est référente en éthique. Parmi un collège scientifique qui est quand même euh, très, enfin qui est assez large finalement. Et puis par ailleurs, alors à défaut que ce soit la mission des CPP, est-ce que ça pourrait pas être la mission de personnes vraiment dédiées à ça au sein d'un service de recherche finalement? Euh, Personnellement, je pencherais plutôt pour la deuxième option. Pourquoi? Parce que les CPP, ils ne font pas que évaluer la pertinence scientifique et la protection des personnes. Les membres aussi d'un CPP sont souvent des chercheurs, et c'est un moyen aussi de s'informer sur les recherches qui sont menées autour de soi. Donc, on n'est pas uniquement dans une démarche de protection de la personne. Par contre, si on a quelqu'un qui ne prend pas parti justement et qui est en mesure de dire, ben là, en fait, je peux vous accompagner pour, enfin, construire un autre outil d'information, vous accompagner dans la façon de parler aux patients, etc. Eh bien, peut-être que là, on aura vraiment des effets d'éthique sur les pratiques vraiment de recherche et en particulier d'inclusion. Mais je suis pas certaine que les CPP, en tout cas, aient cet objectif-là d'accompagner d'un point de vue éthique à la conception d'un protocole. Très concrètement, comment est-ce que tu verrais cette organisation se faire? Qui et comment? Ah bah des personnes spécialisées en éthique. Moi, enfin, c'est un projet que je porte à mon échelle individuelle, c'est-à-dire proposer finalement des prestations de formation et de conseil pour eh ben, former les équipes de recherche à intégrer non pas uniquement une réflexion éthique, mais des réflexes éthiques dans leur rédaction de protocoles et d'outils d'information et de consentement pour, alors au moment de l'inclusion et aussi tout au long de la recherche, comment également eh bien surmonter une difficulté éthique qui surviendrait au cours d'une étude et qu'on n'a pas anticipé. Donc
à mon sens, ça nécessite de faire appel à des gens qui sont formés spécifiquement à l'éthique et qui ne font pas partie de l'équipe de recherche en tant que telle. C'est un membre un peu, c'est un peu un ovni, quoi, qui vient proposer des conseils dans une organisation déjà en place. Laetitia, Juste pour vas-y. ajouter, parce que moi, pour le coup, je pencherais de l'autre côté, c'est-à-dire que pour améliorer les notes d'information, je partirais plutôt, et c'est ce qu'on fait nous au niveau avec l'Alzheimer, c'est qu'on a un groupe de patients qui est soutenu par la Fondation Vaincre Alzheimer et qui se propose de relire les notes d'information avant qu'elles ne soient soumises au CPP pour justement, et elles sont relues par des patients, par leurs proches. Et l'idée, c'est justement de faire remonter, voilà, là, c'est pas clair du tout, on n'a rien compris. Là, ça va, c'est correct. Et ils nous font des vrais retours. Et ils le font hyper rapidement. Et pour le coup, quand on dépose au CPP des notes d'infos qui ont été déjà relues par ce groupe, le CPP, ça passe du premier coup, mais vraiment. Mais parce que je pense il y a ce côté, il y a le sens qui reprend le dessus. Et évidemment, ils sont accompagnés par une personne scientifique là, dans cette démarche, mais je pense que ça pourrait être aussi une possibilité. C'est qu'il y ait des groupes de patients qui relisent et qui disent si c'est tout simplement compréhensible ou pas compréhensible, si c'est clair ou non. Ouais, vos deux propositions me semblent d'ailleurs complémentaires, en fait, hein. Est-ce que, on a d'autres questions dans la salle? On est sur les dernières minutes. Il vous reste, si vous avez une, question brûlante, il est encore temps. On se manifeste. Elsa, je te laisse, la parole pour, le mot de la fin. Oui, alors nous tenions au nom de la SFN à vous remercier pour les deux présentations passionnantes. Nous avons des mails pour essayer de récupérer les topos, mais en tout cas, on diffusera le replay sur la page de la SFN. Donc, ce sera avec les autres rencontres. C'est notre troisième donc, pour cette première édition sur le consentement. Nous vous annoncerons prochainement les 3 prochaines rencontres. Cette fois, on va changer de thème et ça va être le thème qui est d'actualité assez scruté et donc ce sera la fin de vie. Donc ce sera 3 rencontres qui aborderont la thématique, les soins palliatifs, l'aide active à mourir, tout ce qui tourne autour de la fin de vie, bien évidemment avec un focus sur la neurologie. La troisième rencontre se fera lors des JNLF, donc de Paris en avril. Et nous vous donnerons rendez-vous donc pour l'édition, la saison 2 des rencontres d'éthique. Merci encore pour votre participation et au plaisir de pouvoir échanger ultérieurement. Merci beaucoup. Merci. Merci.